Je suis le Dr Jean Audet, cardiologue au CHU de Québec. Bienvenue à tous pour cette présentation sur le Doppler veineux hépatique en cardiologie. J'ai entrepris cette présentation car je me suis rendu compte qu'en général, les cardiologues maîtrisent très peu cette technique. Ceci est devenu apparent lorsque j'ai réalisé qu'un diagnostic de péricardite constrictive avait été manqué en partie en raison d'une mauvaise interprétation du Doppler veineux hépatique d'un patient. Cette présentation sur le Doppler hépatique est complémentaire à celle que j'ai mise en ligne sur la péricardite constrictive. Je suggère d'ailleurs de débuter par la constrictive avant d'écouter celle-ci. Avant que l'on débute la présentation, pouvez-vous faire un diagnostic à partir du Doppler couleur dans les trois exemples suivants? Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Pour vous aider à faire le diagnostic, êtes-vous en mesure d'utiliser le Doppler pulsé correspondant dans les trois exemples? Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Autre question, dans ces deux Dopplers hépatiques, quel est celui qui est normal et celui qui correspond à une péricardite constrictive? Dernière question, pouvez-vous différencier la péricardite constrictive de la cardiomyopathie restrictive? Après cette présentation, vous devriez être en mesure de répondre à toutes ces questions. À quoi donc peut servir le Doppler hépatique? D'abord, évaluer l'importance de la régurgitation tricuspide, faire le diagnostic de la cardiomyopathie restrictive, faire le diagnostic de la péricardite constrictive et différencier la constrictive de la restrictive. À titre d'exemple, nous allons montrer brièvement l'importance du Doppler hépatique dans l'évaluation de la régurgitation tricuspide. La mesure de la surface du jet régurgitant au Doppler couleur n'est pas appropriée pour quantifier la sévérité de la régurgitation tricuspide. Le pic de la vélocité au Doppler continu permet une estimation des pressions pulmonaires, excepté dans les cas de régurgitation massive ou torrentielle, comme illustré ici. Il existe plusieurs façons d'évaluer l'importance de la régurgitation tricuspide avec la vena contracta, la méthode PISA. Une dilatation des cavités droites ou de l'anneau de la tricuspide peut suggérer une régurgitation tricuspide importante. Un renversement du flot systolique au Doppler hépatique est spécifique à 87% pour une régurgitation tricuspide sévère. Cela représente le paramètre additionnel le plus fort pour évaluer la sévérité de la régurgitation tricuspide. Il représente le paramètre additionnel le plus fort pour évaluer la sévérité de la régurgitation tricuspide. Voici en haut un Doppler couleur du flot veineux hépatique en systole et en diastole, et en bas on voit un Doppler pulsé. Vous devriez être en mesure de maîtriser cette technique à la fin de la présentation. Voici donc les objectifs d'apprentissage, savoir apprécier l'utilité du Doppler hépatique, améliorer la qualité technique des examens, mieux identifier et interpréter un examen anormal, mieux évaluer l'importance de la régurgitation tricuspide et enfin différencier un Doppler de constrictive d'une cardiomyopathie restrictive. Commençons donc par le premier point, c'est-à-dire savoir apprécier l'utilité du Doppler hépatique. C'est aussi utile que de savoir examiner et interpréter l'examen des jugulaires. Sur cette image, on note deux choses importantes.
Premièrement, l'augmentation des jugulaires suggérant une insuffisance cardiaque droite. Et deuxièmement, une cicatrice de sternotomie. Voici un bref rappel anatomique. On voit donc la jugulaire droite, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et la veine hépatique qui est branchée sur la veine cave inférieure. Le sang se dirige vers l'oreillette droite, puis vers le ventricule droit. Si on regarde les courbes de pression de la jugulaire et de la veine hépatique, on note qu'elles sont superposables. Dans les deux cas, notez les deux descentes S et D pour systolique et diastolique. Le Doppler veineux hépatique est également superposable au Doppler de la veine cave supérieure, qui est le reflet de la veine jugulaire interne. Donc, quand on analyse le Doppler veineux hépatique, c'est comme si on analysait le Doppler de la jugulaire interne, ce qui est très utile comme on va le voir. Le Doppler veineux hépatique aide donc à l'évaluation de l'insuffisance cardiaque droite. On voit ici les ondes de la jugulaire interne droite chez un patient avec insuffisance cardiaque droite. On voit ici deux rétractions successives secondaires à la double succion du ventricule droit, une survenant en systole et l'autre en diastole. Voici les courbes de pression jugulaire interne chez un patient normal en bleu et chez un patient avec péricardite constrictive en rouge. On voit que la succion diastolique de la constrictive est beaucoup plus forte que la normale. La courbe est identifiée par le chiffre numéro 2. Chez le patient illustré, on note que la succion diastolique est beaucoup plus forte que la succion systolique, ce qui est anormal. Voici maintenant 3 courbes de pression jugulaire chez un patient normal, un autre avec une tamponnade et un dernier avec une constrictive. On voit que dans la tamponnade, l'onde diastolique est fortement diminuée, tandis que dans la constrictive, elle est fortement augmentée. De façon imagée, voici les objectifs d'apprentissage. Il s'agit d'apprendre à identifier des pathologies sous-jacentes aux courbes de Doppler hépatique illustrées. Donc une courbe normale, une courbe d'insuffisance trachéospédienne sévère et une courbe d'hypertension pulmonaire. Et en bas, nous avons un Doppler de cardiomyopathie restrictive et de péricardite constrictive. Ainsi, ne pas utiliser l'information du Doppler veineux hépatique, c'est comme ne pas se servir de l'examen des jugulaires. Voici donc le plan que nous allons utiliser durant cette présentation. Nous allons débuter avec l'aspect technique pour enchaîner par la suite avec l'anatomie et la physiologie. Nous allons parler du Doppler veineux hépatique normal et finir avec le Doppler hépatique anormal. Commençons par l'aspect technique. Il faut premièrement utiliser la fenêtre sous-costale. Deuxièmement, il faut visualiser la veine cave inférieure en long axe, comme illustré ici. À partir de la visualisation de la veine cave inférieure, on effectue une rotation anti-horaire, ce qui nous permet de dégager la veine hépatique. Il faut parfois identifier la veine hépatique moyenne. On voit ici la relation entre la veine cave inférieure et la veine hépatique moyenne. On voit également la position de l'oreillette droite. Quatrièmement, il faut visualiser le flot en utilisant le Doppler couleur, comme on voit ici. En raison de la position de la sonde, le flot rétrograde vers le foie donne une coloration rouge et le flot antérograde se dirigeant vers l'oreillette droite donne une coloration bleue.
Le flot antérograde se dirigeant vers le foie comporte une onde systolique et une onde diastolique. Ces deux ondes correspondent à la succion systolique et diastolique du ventricule droit. Plus la succion est forte et plus l'onde systolique ou diastolique est proéminente. En fin de succion, lorsque la cavité qui reçoit le sang est remplie, le surplus refoule vers la veine hépatique, ce qui produit un flot rétrograde. Le flot rétrograde qui survient en fin de systole est représenté par le symbole SR pour Systolic Reversal, et le flot rétrograde qui survient en fin de diastole est représenté par le symbole DR pour Diastolic Reversal. Plus le refoulement de sang est élevé, plus l'onde de Doppler correspondante est proéminente. On peut également voir un renversement de flot dans la veine hépatique lors de la contraction de l'oreillette droite. L'onde Doppler est alors représentée par la lettre A. Normalement, le flot hépatique allume en bleu avec de très légères teintes de rouge. Lorsque le rouge est prédominant, cela suggère qu'il y a fort probablement une pathologie sous-jacente. Voici sur la gauche un flot veineux hépatique normal et à droite un flot hépatique anormal. Sur la vidéo de droite, on note que la veine cave inférieure et la veine hépatique sont fortement augmentées de volume. On note également des teintes de rouge suggérant un refoulement significatif. Il suffit de déterminer grâce à l'électro si le refoulement est systolique ou diastolique et ceci nous aide à faire le diagnostic. Ici, si on fait un arrêt sur l'image lorsque le Doppler allume en rouge, on se rend compte en se guidant sur l'ECG qu'il s'agit d'un refoulement survenant en phase diastolique. On va voir plus loin qu'il s'agit d'un patient avec une péricardite constrictive. Il faut placer le Doppler pulsé à 2 à 3 cm de la veine cave inférieure, comme illustré ici. Il faut ensuite tenter d'obtenir un tracé idéal, comme illustré sur la droite. Il y a donc deux courbes en bleu se dirigeant vers les cavités droites, une en systole et une en diastole. On peut noter trois courbes se dirigeant vers le foie. La courbe A est secondaire à la contraction de l'oreillette droite. La courbe SR est secondaire au trop-plein de la succion systolique. Et la courbe DR est secondaire au trop-plein de la succion diastolique. Nous allons bientôt illustrer tous ces phénomènes. Il faut bien sûr tenter d'optimiser le tracé Doppler. Pourquoi le tracé Doppler vis-à-vis la flèche est-il sous-optimal? C'est en raison des variations respiratoires. On voit ici un enregistrement optimal au milieu de la veine hépatique. Ceci est effectué en expiration. L'enregistrement par la suite devient sous-optimal parce qu'en inspiration, il se produit un léger mouvement qui fait en sorte que l'enregistrement est trop latéralisé et on perd le signal. Voici un autre exemple ici lorsqu'on tente d'avoir à la fois une visualisation de la veine hépatique et de la veine cave inférieure. Le tracé peut devenir, comme ici, sous-optimal. Ici, on place la sonde pour avoir uniquement une visualisation de la veine cave hépatique sans s'occuper de la veine cave inférieure et le tracé est de bien meilleure qualité, comme on le voit sur la droite. On est en mesure d'identifier très bien l'onde systolique et diastolique. Il faut bien sûr évaluer si la veine hépatique est dilatée. Voici une veine hépatique normale, soit entre 5 et 11 mm. Et voici une veine hépatique anormale à plus de 11 mm.
Après l'aspect technique, nous allons passer à l'anatomie et la physiologie. Pour comprendre le Doppler hépatique, il faut comprendre l'influence de la systole et de la diastole sur le retour veineux. Cela implique de comprendre la physiologie de la pompe hydraulique cardiaque. Il faut également comprendre l'influence de la respiration sur le flot veineux. Le poumon constitue une pompe hydraulique qui contrôle non seulement le débit d'air, mais également le débit de sang. Le poumon aspire et expire l'air et simultanément, il suctionne et expulse le sang en même temps, comme nous allons le voir. L'influence du poumon sur le flot sanguin se rajoute à celle du cœur. Nous allons commencer par la pompe hydraulique cardiaque. Voici d'abord une animation avec une reconstruction en 3D de la contractilité du ventricule droit. On voit l'endroit où est située la valve pulmonaire et la valve tricuspide. Il faut comprendre que l'apex est relativement fixe. Le mouvement de l'anneau avec la tricuspide en position fermée se dirigeant vers l'apex produit un effet de piston. Cet effet de piston propulse le sang vers l'artère pulmonaire et du même coup suctionne le sang veineux des veines caves et de la veine hépatique vers l'oreillette droite. En diastole, l'anneau tricuspide remonte vers la base avec la valve tricuspide en position ouverte. À ce moment, la distension du ventricule droit en diastole produit alors un autre effet de succion, cette fois-ci pour aspirer le sang qui s'est accumulé dans l'oreillette droite en systole. Ces deux phénomènes de succion produisent les courbes systoliques et diastoliques du Doppler veineux hépatique, comme on l'a vu. Voici maintenant en résonance magnétique le mouvement de piston créé par la descente de l'anneau tricuspide vers l'apex du ventricule en systole. Ce mouvement de piston produit une éjection de sang dans l'artère pulmonaire et en même temps un effet de succion des veines caves et de la veine hépatique vers l'oreillette droite. En diastole, avec la remontée de l'anneau tricuspide et l'expansion du ventricule droit, la succion augmente l'ensemble du retour veineux vers le ventricule droit. Nous allons maintenant tenter d'illustrer d'une autre façon le phénomène de double succion du ventricule droit. On voit ici l'oreillette droite, le ventricule droit et l'anneau tricuspidien. On voit également la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Et voici l'appendice auriculaire. On identifie maintenant l'artère pulmonaire droite et le tronc pulmonaire ainsi que les feuillets de la valve pulmonaire. On va maintenant faire une courte animation de la fermeture de la tricuspide, de la descente de l'anneau tricuspide, de l'éjection dans l'artère pulmonaire avec la contraction du ventricule droit et le phénomène de succion des deux veines caves apportant le sang vers l'oreillette droite. Il s'agit donc de la succion systolique. Encore une fois, et voici la courbe enregistrée au niveau de la veine hépatique en systole. Nous allons maintenant illustrer le phénomène de succion diastolique qui est relié à la distension du ventricule droit et à l'ouverture de la tricuspide. Ceci crée encore une fois une onde antérograde en bleu, c'est-à-dire vers le ventricule droit. Celle-ci est moins grande que l'onde systolique parce que la succion est normalement moins grande en diastole qu'en systole. Encore une fois, la succion diastolique. Parlons maintenant de l'influence de la respiration sur le flot veineux hépatique.
En inspiration, on note une expansion de la cage thoracique avec un abaissement du diaphragme. Ceci crée une pression intrathoracique négative qui provoque un phénomène de succion avec augmentation du retour veineux. Donc, en inspiration, non seulement on crée une aspiration d'air, mais également on favorise le retour veineux à droite. En expiration, le phénomène est inversé, c'est-à-dire qu'on expulse l'air et on expulse également le sang du poumon vers les cavités gauches. Voici en animation l'expansion du poumon et la contraction du diaphragme en inspiration. Le phénomène inversé en expiration. En inspiration, en raison de la pression intrathoracique négative, le sang est aspiré vers les cavités droites. En raison de l'augmentation du retour veineux, l'oreillette droite augmente de volume. En expiration, en raison de la pression intrathoracique qui devient maintenant positive, on note une diminution du retour veineux à droite. Voici de façon simplifiée ce qui se passe avec les mouvements respiratoires. En inspiration, le sang augmente au niveau des cavités droites et du poumon. En expiration, le phénomène est inversé. En expiration, le poumon diminue de volume et expulse en même temps le sang vers les cavités gauches. Les flèches blanches simulent le phénomène de façon très simplifiée. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration. La succion systolique et diastolique sont tellement efficaces qu'en fin de systole et de diastole, il se produit normalement un léger débordement ou refoulement sous forme de flot rétrograde vers la veine hépatique. On note également le même phénomène durant la contraction de l'oreillette droite. Voici donc en rouge les 3 ondes rétrogrades vers le foie, A pour atrial, SR pour systolic reversal, DR pour diastolic reversal. Ce qui rajoute à la complexité, c'est qu'au phénomène de pompe hydraulique pulmonaire se rajoute le phénomène de pompe hydraulique cardiaque. Et voici la pompe hydraulique cardiaque en diastole. On note donc une succion cardiaque. Il faut retenir que normalement la succion systolique est plus grande que la succion diastolique, comme on peut le voir sur l'amplitude des courbes. Nous allons parler maintenant de l'influence de la respiration sur le Doppler hépatique. On voit ici une légère augmentation des ondes systoliques et diastoliques en inspiration. Sur cet exemple, l'augmentation des ondes systoliques et diastoliques avec l'inspiration est plus marquée car l'amplitude respiratoire est plus grande. Avec un effort inspiratoire augmenté, le phénomène est amplifié comme on le voit ici. Le flot veineux varie selon l'intensité de la succion systolique et diastolique. À la succion systolique et diastolique, il faut rajouter l'influence de la succion inspiratoire pour savoir interpréter adéquatement le Doppler. En apnée, il n'y a pas d'effet sur la succion ventriculaire systolique et diastolique. En inspiration, l'effet de la succion pulmonaire se rajoute
à l'effet de la succion systolique et diastolique, de sorte que les ondes systoliques et diastoliques augmentent, comme illustré ici. De façon symbolique, pour se rappeler de l'effet additif que crée l'inspiration sur les ondes de succion systolique et diastolique du ventricule droit, elles sont comme aspirées, pour ainsi dire, vers le bas. En expiration, cet effet additif est non seulement annulé, mais on se dirige plutôt vers un effet inhibiteur, de sorte que les courbes systoliques et diastoliques sont encore plus petites qu'en apnée, comme on le voit illustré ici. De façon encore une fois symbolique, pour se rappeler de l'effet négatif de l'expiration sur les courbes de succion systolique et diastolique ventriculaire, le renversement diastolique est également influencé par les mouvements respiratoires, comme on va le voir ici. Ainsi, en inspiration, la capacité du poumon à accepter le retour veineux augmente, de sorte que le renversement ou le refoulement diastolique diminue jusqu'à devenir inexistant, comme illustré ici. Encore une fois, de façon symbolique, l'effet de la succion inspiratoire du poumon réduit à zéro le refoulement diastolique. Le refoulement est comme traîné vers le bas. Par contre, au début de l'expiration, le poumon n'accepte plus autant de retour veineux, de sorte que le refoulement diastolique augmente de façon marquée, comme illustré ici avec l'abréviation DR, donc pour Diastolic Reversal. Encore une fois, de façon symbolique, pour se rappeler du phénomène de façon imagée, c'est comme si le poumon, en expirant, soit en soufflant l'air, il repoussait les courbes vers le haut. Ainsi, en expiration, la courbe diastolique diminue et le renversement diastolique, lui, augmente. Donc, en résumé, les mouvements antérogrades vers le cœur et les mouvements rétrogrades vers le foie vont dans le même sens durant les phases de la respiration, c'est dire vers le bas en inspiration, vers le haut en expiration. Nous allons maintenant passer à la troisième partie, le Doppler veineux hépatique normal. Voici une image d'écho avec la sonde en sous-costale. Le sang qui se dirige vers les cavités droites, donc qui s'éloigne de la sonde, va être représenté en bleu. Et le sang qui se dirige vers le foie, donc qui se dirige vers la sonde, va être représenté en rouge. Voici la correspondance anatomique et la correspondance anatomique avec visualisation des veines hépatiques de la veine cave inférieure et des cavités droites. Lors de la contraction de l'oreillette droite, le sang se dirige majoritairement vers le ventricule droit, mais il existe un léger reflux vers la veine hépatique, ce qui produit l'onde A. En présence d'une sténose tricuspide, la résistance à l'éjection vers le ventricule droit augmente. Cela fait en sorte que le refoulement vers la veine hépatique augmente. C'est ce qui explique l'augmentation de l'onde A, comme on le voit ici. Également, en présence d'une hypertrophie des parois du ventricule droit ou d'une hypertension pulmonaire, comme les pressions du ventricule droit sont élevées, la résistance est augmentée de sorte que le reflux augmente et l'onde A augmente également. Voici maintenant le phénomène de succion systolique relié à la contraction du ventricule droit et à la descente de l'anneau tricuspide en présence d'une tricuspide fermée. On obtient donc l'onde systolique et le trop-plein de l'oreillette droite produit en fin de systole un refoulement ou un renversement du sang vers la veine hépatique. Ce refoulement se manifeste en rouge. Donc,
le retour de flow ou le systolic reversal, comme illustré ici. En se guidant sur l'ECG, on peut voir ici que cela survient en fin de systole. Voici maintenant le phénomène de succion diastolique. La remontée de l'anneau tricuspidien avec l'ouverture de la tricuspide et l'expansion du ventricule droit produit donc une succion au niveau de l'oreillette droite, des veines caves et hépatiques. Et ceci forme l'onde diastolique antérograde qui s'inscrit en bleu car elle s'éloigne de la sonde. Le même phénomène qui se produit en systole se produit en diastole. Ainsi, le trop-plein de la succion diastolique refoule vers les veines hépatiques, ce qui produit une courbe en rouge, et celle-ci est proportionnelle au flot rétrograde. Et le cycle continue. Voici le Doppler hépatique d'un patient normal. Notez que la fréquence cardiaque est lente à 39 par minute. En général, plus la fréquence est lente et plus on a tendance à observer des ondes rétrogrades, comme on les voit ici. Pour identifier la succion systolique, il suffit de tracer une ligne au début du QRS, comme on voit ici. On établit ainsi l'onde de succion systolique, suivie de l'onde diastolique. Comme nous l'avons déjà mentionné, normalement la succion systolique est toujours plus grande que la succion diastolique. Par la suite, il est facile d'identifier les ondes rétrogrades qui refluent vers le foie. L'onde A donc correspond à la contraction de l'oreillette droite, l'onde SR correspond au refoulement systolique et l'onde DR correspond au refoulement diastolique. Les ondes bleues en dégrade vont vers l'oreillette droite, les ondes rouges vont vers le foie. Malheureusement, la qualité du tracé varie en raison des mouvements respiratoires. Prenons donc la belle partie du tracé. Voici les vélocités normales de l'onde systolique selon la force contractile du ventricule droit. Donc, c'est de l'ordre de 40 à 60 cm par seconde. Et voici les vélocités normales de l'onde diastolique variant selon, encore une fois, l'intensité de la relaxation diastolique, donc de l'ordre de 15 à 40 cm par seconde. On voit ici sur le tracé de droite que les ondes rétrogrades en rouge sont moins importantes. Dans cet exemple, ceci est relié au fait que la fréquence cardiaque est plus élevée que sur l'autre tracé. Voici la correspondance entre le Doppler couleur et le Doppler pulsé. On voit le début de l'onde systolique antérograde vers les cavités droites en bleu. Notez également la flèche bleue en bas qui démontre que nous sommes bien en début de systole. L'onde antérograde se continue et la vélocité augmente également. Avec l'ECG, on voit qu'on est encore en systole. Toujours en systole, la vélocité en bleu diminue. On voit maintenant l'onde rétrograde vers le foie en fin de systole qui se manifeste en rouge. Maintenant, selon l'ECG, on est en diastole et on voit maintenant en bleu l'onde diastolique antérograde. Celle-ci est suivie, toujours en diastole, d'une onde rétrograde qui se manifeste en rouge. Nous allons maintenant, pour terminer, parler en détail du Doppler hépatique anormal. Voici un exemple de Doppler hépatique anormal. On voit beaucoup de rouge dans la veine hépatique, ce qui suggère fortement un refoulement anormal.
Sur le tracé à droite, on note que l'onde diastolique antérograde est plus grande que l'onde systolique et cela n'est pas normal. On voit également que ce qu'on voyait en rouge correspond à un refoulement diastolique et ceci va nous servir à faire le diagnostic. Il s'agit ici d'un tracé de péricardite constrictive. Le Doppler veineux hépatique peut nous être utile pour faire le diagnostic de 6 principales pathologies. Ceci comprend 6 problèmes diastoliques qui sont des problèmes reliés au remplissage ventriculaire, soit la tamponnade, la péricardite effusive constrictive, la péricardite constrictive et la cardiomyopathie restrictive. Toutes ces pathologies vont donner une augmentation des jugulaires car ce sont des pathologies qui restreignent le remplissage ventriculaire. La tamponnade, c'est en raison d'une accumulation importante de liquide dans le péricarde. La péricardite constrictive, c'est en raison d'une rigidité excessive du péricarde. La péricardite effusive constrictive est un mélange des deux pathologies, un péricarde rigide avec en plus du liquide. La cardiomyopathie restrictive résulte d'un muscle rigide et non compliant, nuisant au remplissage ventriculaire normal. La restrictive peut mimer la constrictive de sorte que les distinguer l'une de l'autre n'est pas toujours facile. Dans les problèmes systoliques, nous allons parler de l'insuffisance tricuspide et de l'insuffisance cardiaque droite en incluant pour plus de clarté la composante d'insuffisance droite diastolique. De façon très générale, les problèmes systoliques se reflètent principalement sur le refoulement systolique, soit sur l'onde Doppler SR, comme nous allons l'illustrer ici. Le problème diastolique se reflète principalement sur le refoulement diastolique, c'est-à-dire au niveau de l'onde Doppler DR, comme nous allons le voir avec l'animation. Voilà. Nous allons commencer par détailler le problème systolique en incluant l'insuffisance droite diastolique. Nous allons surtout parler de l'insuffisance tricuspide ou régurgitation tricuspide, car c'est ce qui est le plus important à comprendre. Voici un Doppler normal. Vous allez voir que le problème systolique se reflète non seulement par une augmentation de l'onde SR, mais également par une diminution de l'onde S, comme illustré ici. Voici le Doppler normal à gauche et le Doppler avec anomalie systolique à droite. Alors que l'onde S est diminuée, l'onde SR est très augmentée. L'onde systolique est due au phénomène de succion des deux veines caves et de la veine hépatique vers l'oreillette droite, provoquée par la descente de l'anneau tricuspidien sur une valve tricuspide fermée durant la systole, comme on l'a déjà montré. Le flot antégrade est enregistré en bleu car il s'éloigne de la sonde pour se diriger vers les cavités droites. En diastole, on note une dilatation du ventricule droit avec ouverture de la tricuspide et remontée de l'anneau tricuspidien. Ceci crée un autre phénomène de succion qui s'enregistre sous forme de l'onde D au Doppler. Voici maintenant l'anomalie systolique reliée à la régurgitation tricuspide. En systole, le sang est éjecté dans l'artère pulmonaire, mais il y a une partie qui régurgite vers l'oreillette droite et jusque dans la veine hépatique.
Ceci nuit donc au phénomène de succion et l'onde S est secondairement réduite. Le refoulement systolique est donc fortement augmenté et l'onde SR qui reflète ce phénomène est également augmentée dans la même proportion. Dans la régurgitation, on observe trois phénomènes. Premièrement, une diminution de l'onde S, car le flot antérograde est diminué. Deuxièmement, une augmentation de l'onde SR, car le flot rétrograde est augmenté. Et troisièmement, une augmentation de l'onde D. L'onde D est augmentée parce que le volume régurgité vers l'oreillette droite en systole retourne vers le ventricule droit en diastole. Voici donc la diminution de l'onde S et l'augmentation de l'onde SR. Puis, en raison d'une augmentation de l'onde SR en systole, on observe une onde D augmentée, expliquée par le son régurgité en systole dans l'oreillette droite, revenant dans le ventricule droit en diastole. Dans la régurgitation tricuspide sévère, le phénomène est amplifié. L'onde S finit par disparaître car le flot antérograde est fortement diminué et l'onde SR, qui représente le renversement systolique, est fortement augmentée. Voilà illustré ici. Ce refoulement accumulé en systole occasionne en diastole une forte augmentation du flot, ce qui produit une onde antérograde diastolique augmentée. Voici un tracé typique de régurgitation tricuspidienne sévère. C'est probablement le signe le plus caractéristique et le plus fiable d'une insuffisance tricuspide sévère. Notez ici que le sommet de l'onde SR survient tardivement dans la systole. Voici de façon schématique un tracé de Doppler hépatique d'une régurgitation tricuspide légère, modérée et sévère avec disparition complète de l'onde S qui suggère un renversement majeur du flot en systole. En l'absence d'onde systolique, il faut évidemment se baser sur le tracé ECG pour définir ce qui est systolique et diastolique, comme sur cet exemple. La systole débute avec le QRS de l'ECG et le seul flot enregistré est un flot de refoulement vers la veine hépatique. On note par la suite une onde diastolique antérograde fortement augmentée. Voici un premier exemple d'une insuffisance tricuspide légère à modérée. On note ici une onde S antérograde qui est diminuée et une onde SR rétrograde qui est augmentée. On note également que l'onde diastolique est plus grande que l'onde systolique en raison du refoulement systolique qui revient vers le cœur en diastole. Voici un deuxième exemple qui montre une non-cooptation des feuillets de la tricuspide en systole. Cette insuffisance tricuspide se répercute dans la veine hépatique. Celle-ci allume donc en rouge en systole, témoignant d'un renversement systolique vers le foie, comme on voit ici indiqué vers la flèche. Ce qui allume en rouge, c'est le renversement systolique. Il y a disparition de l'onde S en systole avec une onde de reflux systolique se manifestant par l'onde SR accompagnée d'une augmentation de l'onde diastolique secondaire. Voici un troisième exemple. On voit un phénomène de refoulement systolique vers la veine hépatique qui allume en rouge. On va voir ici qu'il s'agit d'un phénomène systolique. Voici le tracé de Doppler avec la disparition de l'onde systolique S antérograde et une nette onde de refoulement systolique SR. Évidemment, pour le savoir, on a besoin d'un tracé d'ECG. Voici un quatrième exemple. On note une régurgitation tricuspide secondaire à une électrode de cardiostimulateur.
et cette régurgitation tricuspide reflue vers la veine hépatique qui allume en rouge au Doppler. Voici le même exemple avec une succession d'images fixes. Si on regarde l'ECG en bas, on s'aperçoit que le refoulement en rouge survient en début de systole et qu'il continue tant que dure la systole jusqu'à la fin de l'onde T sur l'ECG. Par la suite, en diastole, le flot s'inverse pour devenir antérograde en bleu et se diriger vers l'oreillette droite et le ventricule droit. Et ce, durant toute la diastole. Ceci produit donc une disparition de l'onde antérograde systolique avec une onde de refoulement systolique importante. Encore une fois, ce refoulement systolique occasionne une importante onde diastolique antérograde en raison du sang refoulé qui revient dans le ventricule droit en diastole. Donc, dans la régurgitation tricuspide sévère, on note une disparition de l'onde systolique antérograde suivie d'une onde de refoulement systolique. Celle-ci est suivie d'une importante onde diastolique antérograde, comme on le voit ici. Pour différencier la régurgitation tricuspide secondaire, par exemple, à une dilatation de l'anneau tricuspide ou secondaire à une électrode de cardiostimulateur, par exemple, d'une régurgitation tricuspide secondaire à une hypertension pulmonaire, il faut regarder le sommet du refoulement systolique. Un sommet tardif suggère une anomalie anatomique, comme ici, tandis qu'un sommet précoce suggère plutôt une hypertension pulmonaire, comme on le voit illustré sur la droite. Le Doppler hépatique peut nous aider à grader la régurgitation tricuspide en tenant compte de la dimension de la veine cave inférieure et de l'aspect du Doppler hépatique. Ici, la veine cave inférieure est normale et on a une dominance systolique. Il s'agit donc d'une régurgitation tricuspide qui est légère. Ici, la veine cave inférieure est légèrement dilatée et on note une diminution systolique, ce qui suggère donc une régurgitation tricuspide modérée. Et pour finir, on a une veine cave inférieure ici qui est dilatée de façon marquée avec un renversement systolique complet, de telle sorte qu'on peut parler d'une régurgitation tricuspide sévère. Notez que le renversement du flot systolique hépatique est spécifique pour une régurgitation tricuspide sévère. Il représente le paramètre additionnel le plus fort pour évaluer la sévérité de la régurgitation. Voici une étude d'évaluation de la régurgitation tricuspide comparative par résonance et par Doppler. On voit que le renversement systolique au Doppler est vraiment sensible et spécifique. Sur l'encerclé en rouge, on voit que le contour triangulaire du jet régurgitant est spécifique, mais beaucoup moins sensible, de sorte que, idéalement, tous les patients avec régurgitation tricuspide devraient avoir une évaluation du flot Doppler hépatique. Voici un algorithme simplifié tiré de l'étude de résonance pour différencier une régurgitation tricuspide légère d'une modérée ou sévère. Il faut d'abord déterminer si le jet régurgitant est dense et triangulaire. Si c'est le cas, et si nous avons également un renversement systolique, il y a de fortes chances que la régurgitation soit sévère. S'il n'y a pas de jet dense triangulaire et que le ventricule droit est de dimension normale, et qu'en plus, le Doppler montre un flot systolique dominant, c'est qu'il s'agit probablement d'une régurgitation légère. Si le ventricule droit est anormalement dilaté et qu'en plus on note un renversement
systolique, c'est qu'il s'agit probablement d'une régurgitation sévère. Et pour finir, s'il n'y a pas de jet d'anse triangulaire, et si le ventricule droit n'est pas dilaté, mais que le flot systolique n'est pas dominant et n'est pas inversé, c'est qu'il s'agit d'une régurgitation modérée. On reprend donc la section des problèmes systoliques. Nous avons discuté de la portion insuffisance tricuspide, de la section des problèmes systoliques. Nous allons maintenant discuter de la portion insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque droite est en général un problème systolique. Cependant, pour être complet, il faut ajouter que cette insuffisance peut être également diastolique. Dans l'insuffisance droite systolique, comme la fonction systolique est diminuée, l'onde de succion systolique est diminuée de façon proportionnelle, de sorte que la succion diastolique devient proéminente. Voici donc un exemple dans une embolie pulmonaire. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque droite diastolique, c'est plutôt la succion diastolique qui est diminuée, de sorte que l'onde systolique devient proéminente. Voici un exemple à droite pouvant se rencontrer dans l'ischémie ou l'infarctus du ventricule droit, l'hypertrophie ventriculaire droite ou l'hypertension pulmonaire. Nous allons maintenant aborder la section des problèmes diastoliques. Le point commun des problèmes diastoliques, comme on l'a déjà vu, est une nette augmentation du renversement diastolique au Doppler, comme on va le voir sur cette animation. Une autre des caractéristiques qui peut survenir, c'est une augmentation du flux antérograde diastolique. Ceci n'est pas le cas cependant, comme on va le voir dans la tamponnade. Voici donc une animation. Ceci fait en sorte que non seulement nous avons un renversement diastolique important, mais aussi une nette augmentation de l'onde antérograde diastolique. Cela fait en sorte que l'onde diastolique devient supérieure à l'onde systolique. En général, dès que l'on voit la diastolique plus grande que la systolique, on peut suspecter qu'il y a une anomalie. Voici un exemple d'un flot Doppler hépatique chez un patient avec une péricardite constrictive. On pourrait soupçonner d'une péricardite constrictive grâce à cette image Doppler. Cependant, le diagnostic a été manqué lorsque le patient a passé son examen. C'est un peu ce qui m'a motivé à faire cette présentation. La raison de l'augmentation de l'onde diastolique est expliquée en détail dans ma présentation sur la constrictive. Voici donc ce qui se passe lors d'un problème diastolique en général. Une augmentation de l'onde D, parfois une diminution de l'onde S. Cependant, une compensation systolique peut survenir avec augmentation de l'onde S. Et troisièmement, une augmentation marquée de l'onde DR, donc diastolic reversal. Donc, dans toutes les pathologies diastoliques en général, on retrouve un problème de remplissage en diastole, de sorte que le reflux diastolique est proéminent. Nous allons maintenant tenter de les différencier. Voici un Doppler hépatique normal. Dans les 4 pathologies suivantes, nous allons nous concentrer uniquement dans un premier temps sur le renversement diastolique. Dans la tamponnade, on note une augmentation du refoulement diastolique. Même phénomène dans la péricardite effusive constrictive. Le phénomène est beaucoup plus marqué, comme on le voit, dans la péricardite constrictive. Il est moins marqué dans la cardiomyopathie restrictive. C'est donc dans la péricardite constrictive qu'on trouve en général le refoulement diastolique le plus important. Nous allons maintenant tenter de différencier toutes ces pathologies diastoliques au Doppler hépatique. Dans la tamponnade, le liquide péricardique gêne considérablement le remplissage diastolique, de sorte que l'onde diastolique est fortement diminuée.
On va le voir dans l'animation suivante. Dans l'effusive constrictive, l'onde diastolique a une courbe intermédiaire entre la tamponnade et la péricardite constrictive. Comme dans cette animation. Dans la péricardite constrictive, l'onde diastolique est fortement augmentée. Encore une fois, la physiopathologie du phénomène est bien expliquée dans ma présentation sur la constrictive. On se retrouve donc avec une onde diastolique très diminuée dans la tamponnade, très augmentée dans la constrictive et en position intermédiaire dans l'effusive constrictive. Dans l'effusive constrictive, la composante effusive a tendance à faire diminuer l'onde diastolique, tandis que la composante constrictive a tendance à la faire augmenter. Voici donc les changements de l'onde diastolique selon les pathologies. Comme nous l'avons vu, les vélocités normales de l'onde systolique et diastolique, comme illustré ici. Voici maintenant les vélocités retrouvées dans la tamponnade, l'effusive constrictive et la constrictive. Voici maintenant en général le rapport de la composante systolique et diastolique. Chez le patient normal et dans la tamponnade, la systolique est toujours supérieure à la diastolique dans 100% des cas. Dans l'effusive constrictive, c'est dans 83% des cas. Pour ce qui est de la constrictive, c'est à peu près 50-50, comme on va le voir. Il y a donc dans la péricardite constrictive deux possibilités. Une compensation diastolique longitudinale excessive, de sorte que l'onde D est prédominante, ou encore une composante systolique qui excède la compensation longitudinale diastolique, de sorte que l'onde S prédomine, comme on va le voir dans cette animation. Selon les données de la clinique Mayo, l'onde systolique est plus grande que l'onde diastolique dans 53% des patients qu'ils ont étudiés, comme sur le tracé du bas. Voici maintenant des exemples moins théoriques. Voici un Doppler normal, un Doppler de tamponnade de la clinique Mayo. Voici un exemple d'un patient que nous avons eu à l'Hôtel Dieu avec une effusive constrictive. Voici un exemple, encore une fois, à l'Hôtel Dieu de péricardite constrictive sans les variations respiratoires. Nous allons maintenant entreprendre de montrer la façon de différencier la cardiomyopathie restrictive en se concentrant uniquement sur le Doppler hépatique. Les autres critères ont déjà été discutés amplement dans la présentation dédiée à la péricardite constrictive qui est disponible sur YouTube. Le diagnostic différentiel se fait à partir du rapport DR sur D. Comme on le voit ici, dans la constrictive, le DR est plus grand en expiration, tandis que dans la restrictive, c'est en inspiration. Et nous allons expliquer bientôt le mécanisme. Dans la constrictive, le flot D diminue en expiration, ce qui est normal, de sorte que cela fait augmenter le rapport DR sur D, comme on va le voir ici. Dans la constrictive, le rapport DR sur D est augmenté et peut même être supérieur à 1, comme on le voit ici. Dans la restrictive, le DR est plus élevé en inspiration. Par contre, on sait qu'en inspiration, normalement, c'est le moment où le D est à son maximum, comme illustré ici. Cela fait en sorte que dans la restrictive, le rapport DR sur D est désavantagé car il est mesuré en inspiration. Lorsque le rapport DR sur D en expiration est supérieur à 0,79, ceci constitue un signe spécifique de constrictive. La restrictive ne peut jamais avoir une valeur si élevée que ce soit en inspiration ou en expiration. Il faut se souvenir que dans un cœur normal ou un cœur pathologique, le renversement diastolique est toujours augmenté en expiration. La seule exception est la cardiomyopathie restrictive et nous allons expliquer pourquoi un peu plus loin.
Voici un exemple de constrictive de la clinique Mayo. On voit tout d'abord que l'onde diastolique est plus grande que l'onde systolique, ce qui n'est pas normal. On voit également que l'onde D diminue en expiration, ce qui est normal. On voit que l'onde DR augmente de façon excessive en expiration. Cela fait en sorte que le rapport DR sur D est augmenté, comme on le voit grossi ici. Lorsque ce rapport est plus grand donc que 0,79, ceci constitue un signe sensible. C'est également le signe le plus spécifique de constrictive. Voici une animation des changements respiratoires ici en expiration et maintenant en expiration. On voit que c'est en expiration que l'apport DR sur R est le plus élevé. Nous allons maintenant comparer la restrictive avec la constrictive. Encore une fois, dans cet exemple de la clinique Mayo, on note tout d'abord que l'onde diastolique est plus grande que l'onde systolique, ce qui est anormal. On voit ici que l'onde DR est plus grande en inspiration, contrairement à la constrictive. Voici une animation des variations respiratoires des ondes D et DR des deux pathologies. Tout d'abord, même si au départ les ondes diastoliques sont anormalement grandes, elles obéissent toutes les deux à l'effet additif de l'inspiration en augmentant de calibre, comme on va le voir bientôt sur cette animation. Voici donc en inspiration et en expiration. La différence fondamentale entre les deux est au niveau de l'onde DR, l'onde de refoulement diastolique. Vous allez voir que dans la constrictive, le mouvement est normal, c'est-à-dire une diminution inspiratoire et une augmentation expiratoire. Dans la restrictive, le mouvement est paradoxal car le refoulement diastolique augmente en inspiration. Voici donc ici en inspiration et en expiration. Encore une fois en inspiration et en expiration. Nous allons maintenant discuter de la biomécanique expliquant la différence des changements respiratoires dans ces deux pathologies. En inspiration, le retour veineux augmente dans les cavités droites. Dans la constrictive, l'expansion du ventricule droit ne peut se faire de façon symétrique car la paroi libre du ventricule droit est retenue par le péricarde qui est rigide. L'expansion se fait donc uniquement vers le septum, ce qui produit un mouvement très marqué en coup de genou. En expiration, c'est au tour du ventricule gauche d'avoir un mouvement asymétrique pour la même raison. Voici ce que ça donne en inspiration et en expiration. C'est comme si le septum recevait un coup de genou en alternance de chaque côté. Le coup de genou en expiration occasionne un reflux en diastole vers la veine hépatique, comme on va l'illustrer. Ceci occasionne donc le renversement diastolique expiratoire. Dans la restrictive, la résistance au remplissage est augmentée de façon symétrique, comme illustré ici. Il n'y a donc pas de coup de genou de part et d'autre du septum avec les mouvements respiratoires, car il n'y a pas d'asymétrie dans la résistance à l'expansion entre le septum et les parois libres. La résistance est plutôt homogène, tandis que dans la constrictive, les parois libres sont retenues par le péricarde de sorte que c'est le septum qui assume seul les changements de volume occasionnés par les mouvements respiratoires.
En inspiration, le retour veineux à droite est augmenté, tandis qu'en expiration, il est diminué. Ceci est dû à l'effet hydraulique provoqué par les variations de pression intrathoracique comme nous l'avons vu. Comme la capacité à accueillir le sang est limitée dans la restrictive, il se fait un reflux diastolique anormalement élevé. Plus le retour veineux est grand et plus le reflux est grand. Comme le retour veineux est plus grand en inspiration, c'est à ce moment que l'on note le renversement diastolique le plus grand. On voit ici le renversement diastolique en inspiration, qui est plus important par rapport à l'expiration. Le renversement diastolique en expiration est moins marqué, comme illustré ici. Encore une fois, le renversement diastolique dans la constrictive est plus marqué en expiration. Et le renversement diastolique dans la restrictive est plus marqué en inspiration. Voici donc en résumé, avec un cœur normal, en inspiration, on note un retour veineux augmenté à droite qui occasionne l'expansion symétrique du ventricule droit. En expiration, en raison du mouvement du septum vers la droite, la compliance du ventricule droit diminue, de sorte que le renversement diastolique augmente. Dans la constrictive, on observe un mouvement très asymétrique du septum. En inspiration, le septum bascule vers la gauche. En expiration, le mouvement est inversé, ce qui occasionne une forte diminution de la compliance du ventricule droit. Ceci favorise un renversement diastolique fortement augmenté. Dans la restrictive, la compliance ventriculaire est diminuée de façon symétrique. Le septum n'a pas de mouvement en coup de genou. En inspiration, le retour veineux augmente et le ventricule droit ne peut accepter une charge volumique supplémentaire de sorte que le renversement diastolique est à son maximum. En expiration, le retour veineux est diminué et le renversement diastolique va dans le même sens. Le retour de sang dans le ventricule gauche en expiration a peu d'influence sur le septum car celui-ci est trop rigide de sorte que la compliance du ventricule droit n'est pas affectée de façon significative. Cela fait en sorte que le renversement diastolique n'est pas augmenté en expiration. Nous avons donc franchi toutes les étapes de notre plan et j'espère que nous avons accompli les objectifs d'apprentissage. Voici maintenant un résumé des choses à retenir en pratique. Il faut dans un premier temps, avec le Doppler couleur, noter s'il existe des teintes de rouge importantes témoignant d'un renversement de flot dans les veines hépatiques. Si c'est le cas, il faut déterminer s'il s'agit d'un phénomène systolique ou diastolique. Voici un exemple normal avec très peu de teintes de rouge dans la veine hépatique. Voici un problème de reflux systolique et, en dernier lieu, un problème de reflux diastolique. Avec le Doppler pulsé, il faut déterminer quelle est l'onde qui prédomine, la systolique ou la diastolique. Voici un algorithme simplifié pour tenter de faire un diagnostic d'une pathologie systolique ou diastolique. Si l'onde systolique domine, il peut s'agir d'un examen normal comme ici. Cependant, si l'onde diastolique est anormalement petite, ceci peut suggérer une tamponnade.
Lorsque l'onde diastolique domine, plusieurs possibilités existent. Dans le cas d'une onde DR augmentée nettement, deux diagnostics sont possibles, la constrictive et la restrictive. À noter, comme nous l'avons mentionné auparavant, que l'onde systolique peut être prédominante dans la constrictive. Cela dépend à quel point la fonction longitudinale systolique du ventricule droit est atteinte par le péricarde. Dans les problèmes systoliques, nous avons grossièrement deux groupes, l'insuffisance tricuspide, qui, selon le degré de sévérité, peut varier. On peut apprécier l'importance de la diminution de l'onde S et l'augmentation de l'onde RS qui représente l'importance du refoulement systolique. Secondairement, l'onde D peut être augmentée par le son régurgité vers l'oreillette droite en systole. Enfin, dans l'insuffisance systolique du ventricule droit, on peut en apprécier l'importance avec la diminution de l'onde S systolique. Vous pouvez vous rendre compte de ce que vous avez appris en répondant aux questions que nous avions posées au début de la présentation. Voici les 3 Doppler couleurs du début. Donc, la péricardite constrictive, l'examen normal et l'insuffisance tricuspidienne avec le Doppler plus C correspondant, donc qui est normal avec une onde S plus grande qu'une onde D. Voici le Doppler pulsé d'une constrictive avec une onde D plus grande qu'une onde S accompagnée d'une onde DR nettement augmentée. Et un Doppler pulsé d'une régurgitation tricuspidienne sévère avec un renversement systolique suivi d'une onde D augmentée. Vous êtes maintenant capable de poser le diagnostic d'un Doppler normal et un Doppler de constrictive. Et vous êtes également capable d'expliquer pourquoi l'onde de renversement diastolique est augmentée en inspiration dans la restrictive et en expiration dans la constrictive. En terminant, voici un aperçu des prochaines présentations que je vais mettre en ligne dans les prochains mois. Second regard sur la déformation myocardique, le strain. Introduction à l'architecture et à la biomécanique cardiaque, le ventricule gauche. Les applications de la loi de Laplace en cardiologie. Les vortex de la bicuspide. Le ventricule droit, anatomie, biomécanique et mesure. Comment mesurer l'oreillette gauche, le ventricule droit, évaluation échographique de l'hypertension pulmonaire, mesure de la racine aortique, anomalie du septum en échocardiographie et péricardite effusive constrictive. Je vous remercie de votre attention.